je veux vous montrer comment c'est possible de générer des meilleurs rendements que les gestionnaires de portefeuille professionnels. Donc, que ce soit les fonds mutuels, que ce soit des gestionnaires de fonds à Wall Street. Dans les faits, il faut savoir qu'en tant qu'investisseur indépendant, investisseur de détail, ben c'est nous qui sommes avantagés en termes de capacité de rendement à long terme. Et c'est un peu contre-intuitif parce que évidemment, on s'attend à ce que les institutionnels, donc les gros joueurs, ceux qui gèrent des milliards de dollars, ça soit eux qui soient avantagés. Mais je vais vous expliquer pourquoi, en fait, les gestionnaires de portefeuille, ils subissent toutes sortes de contraintes et de réglementations qui les nuisent au niveau de la gestion des fonds communs de placement. Donc, c'est un peu le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et on va commencer en reculant dans le temps, c'est-à-dire qu'avant les années 1990-2000, les banques, les compagnies d'assurance, puis toutes les institutions financières, il y avait beaucoup plus facilement accès à toute l'information concernant les entreprises cotées en bourse. Donc, il y avait un écart au niveau de la capacité à aller chercher les données par rapport aux institutionnels versus le commun des mortels. Et c'était aussi eux autres qui faisaient toutes les transactions au niveau des marchés boursiers. C'est-à-dire que les investisseurs de détail, c'était pratiquement inexistant. Il y avait quand même une couple de personnes qui voulaient gérer eux-mêmes une portion de leur placement, mais dans le temps, tu voulais acheter des actions de telle ou telle compagnie, ben, tu appelais ton courtier, puis c'est lui qui faisait la transaction pour toi. Mais là, avec l'arrivée d'Internet, ça a changé la game pas mal parce que, ben, de un, les plateformes de courtage en ligne, ça a permis à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir acheter eux-mêmes des actions ou des fonds négociés en bourse, communément appelés des FNB. Et maintenant, il y a même des courtiers comme Disnat et BNCD qui permettent d'effectuer des transactions d'achat et de vente sans aucun frais de commission. Ce qui fait en sorte que les investisseurs de détail ont accès à des meilleures plateformes transactionnelles. Ils ont également... la tarification est vraiment plus intéressante au niveau justement des frais de commission. Et en plus de tout ça, maintenant, toutes les plus récentes informations qui sont disponibles au grand public, on peut facilement les trouver. Ce que je veux dire par là, c'est que avec une petite recherche rapide sur Internet, sur Google, tu peux arriver à trouver tous les derniers résultats financiers trimestriels des compagnies qui sont cotées en bourse, que ce soit sur la bourse de Toronto ou les bourses américaines. Tu peux trouver les graphiques des actions avec une cotation en temps réel, les analyses des ratios financiers, l'évolution de telle ou telle donnée dans le temps. Autrement dit, les petits investisseurs et les institutionnels, en 2024, on a pas mal accès à la même quantité d'informations. Évidemment, après ça, il faut quand même considérer la capacité d'analyser toutes ces données-là puis de l'interpréter correctement, c'est-à-dire de la bonne manière. Dans le sens que on peut, vous et moi, regarder les mêmes informations, les mêmes données, les mêmes ratios, puis arriver toutes les deux à des conclusions complètement différentes. Le point ici, c'est que malgré le fait que les institutionnels se servent d'outils un peu plus sophistiqués, que ce soit au niveau de l'analyse ou au niveau des recherches, là, par exemple avec Bloomberg Terminal, au final, on peut quand même trouver rapidement toutes les informations qui sont disponibles publiquement. On a accès à tous les états financiers, les rapports annuels, les graphiques, etc. Donc, il n'y a plus d'écart au niveau informationnel comme il y avait il y a à peu près une trentaine d'années. Ce qui m'amène à vous parler des désavantages d'être un institutionnel, c'est-à-dire qu'une des différences majeures entre les gestionnaires de portefeuille agréés, les professionnels, versus les investisseurs qui gèrent leur propre argent, c'est que les professionnels, eux autres, ils peuvent subir une pression de la part des investisseurs qui ont injecté du capital à l'intérieur du fonds et qui s'attendent évidemment à un certain niveau de performance du fait qu'ils payent des frais de gestion au bout de l'année. Et c'est pour ça que pour la plupart des gestionnaires de portefeuille, ils vont adopter une stratégie qui est orientée vers le momentum, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les titres dont le prix
pourraient monter à court terme, puis ils vont sortir des titres qui subissent une correction ou qui peuvent avoir une baisse à court terme. Et ça découle du fait qu'à chaque trimestre, les investisseurs qui ont mis de l'argent dans le fonds, ben, ils vont regarder le rendement du fonds dans lequel ils ont investi, ils vont le comparer aux autres, ils vont le comparer également à l'indice de référence. Donc, si tu investis dans un fonds qui investit dans les actions américaines, tu vas le comparer au S&P 500. Si tu as acheté un fonds d'actions canadiennes, tu vas le comparer à l'indice SPTSX. Bref, dès que le fonds performe moins bien que des fonds similaires ou que l'indice de référence, bien, les investisseurs ils vont avoir tendance rapidement à vouloir retirer le billet de là. Et c'est ça qui fait en sorte que les gestionnaires ils cherchent toujours à surperformer sur le court terme de façon à bien paraître d'un trimestre à l'autre. Et évidemment, le but de ça, c'est de conserver l'argent des investisseurs. Tu ne veux pas que tes investisseurs partent ailleurs parce que tu es rémunéré selon les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est sur l'actif qui est sous gestion. Par contre, ça amène une espèce de double mandat d'offrir des rendements intéressants sur le long terme, tout en surperformant continuellement sur une base trimestrielle, donc à chaque 3 mois. Et ça, c'est pas une stratégie qui fait un bon mélange parce que cet aspect-là, comme je vous dis, ça fait en sorte que pour beaucoup de fonds, à force de suivre le momentum du moment, ben, ils passent à côté d'excellentes opportunités d'investissement qui seraient à ce moment-là sur un horizon à long terme. Et c'est ce qui fait en sorte que sur une période de 10, 15, 20 ans, la vaste majorité des fonds communs de placement, ben, ils sous-performent leur indice de référence. Là, c'est à peu près 80% des fonds mutuels qui sont en dessous du rendement du marché passif. Là. Dans le sens que tu prends un fonds indiciel qui reflète le S&P 500, puis le rendement du fonds indiciel avec des frais de gestion minimes va offrir un meilleur rendement que le fonds qui affiche des frais de gestion de 2-3% par année. Et un autre aspect à ne pas négliger dans l'équation, c'est qu'il ne faut pas oublier que les analystes, les CFA, les gestionnaires de portefeuille agréés, ben, ils ne veulent pas avoir l'air fou, puis ils veulent pas perdre leur job non plus. Donc, encore une fois, ça les amène à suivre la foule au niveau de leur prise de décision parce que c'est trop risqué pour les professionnels de faire des choix d'investissement audacieux parce que, comme je vous dis, ils vont avoir tendance à préférer faire un mauvais move en faisant partie de la masse qui s'est trompée que de prendre le risque d'avoir tort quand finalement tout le monde autour sont gagnants. Comme je vous dis, ça reste des humains qui ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, à leurs supérieurs, qui sont en compétition avec d'autres mondes. Donc, c'est plus facile de justifier une erreur quand tous les autres gestionnaires de portefeuille l'ont fait aussi. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est rare qu'un gestionnaire de portefeuille va arriver avec une idée d'investissement qui sort de la norme parce que, comme je vous dis, il se met à risque si jamais ça va du mauvais bord puis que c'était comme un consensus que c'était une décision un peu risquée. Donc, ça reste des moves conservateurs et qui reflètent souvent le sentiment général du marché. Tandis que de notre côté, en tant qu'investisseur de détail, c'est notre argent à nous. Là. Fait qu'on ne gère pas l'argent des autres. Donc, on n'a pas de pression externe vis-à-vis nos décisions par rapport à nos propres placements. Du moins pour vous autres, là, parce que moi, c'est sûr qu'à chaque fois que j'annonce mes dernières transactions sur le podcast, il y a toujours quelqu'un qui va m'écrire « bad move » ou « t'es cave » ou « t'as payé bête trop cher pour ça ». Et honnêtement, c'est correct, là, ça fait partie de la game. Quand tu partages ton portefeuille, c'est sûr qu'en plus, si tu investis à contre-courant, il y a toujours quelqu'un qui va trouver ta décision absurde. Mais bref, de votre côté, le fait que c'est votre cash, ben, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Vous n'avez pas à justifier chacune de vos prises de position. Donc, ça vous donne toute la liberté de faire vos propres recherches puis d'acheter n'importe quelle action que vous souhaitez. Et vous pouvez la détenir pendant des années et peu importe à ce moment-là les fluctuations dans les semaines ou les mois à venir. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les institutionnels, ils sont désavantagés
par les sommes d'argent impressionnantes qu'ils doivent gérer, là. Au fait, j'ai déjà fait un post sur Facebook où j'expliquais que je gérais moi-même mon portefeuille dans le but de dépasser la performance annuelle de l'indice de référence. Donc, autrement dit, si l'indice SP500 fait un rendement annuel de 10%, ben moi, je vise un rendement au-dessus de 10% pour venir en fait justifier la gestion active de mon portefeuille. Et là, suite à la publication, il y a quelqu'un qui a commenté que mon objectif faisait pas de sens parce que même la Caisse de dépôt du Québec n'arrive pas à battre l'indice S&P 500. Donc, comment ça serait possible à ce moment-là qu'Alex Demers puisse faire mieux que la Caisse de dépôt du Québec avec tous leurs analystes puis leurs gestionnaires de portefeuille agréés? Et la réponse à ça est assez simple. C'est possible parce que la taille de l'actif sous gestion, c'est pas comparable. T'sais, si moi je gère un portefeuille autour de 2 millions versus la caisse de dépôt qui est rendue à plus de 452 milliards en actifs nets, c'est beaucoup plus facile de surperformer l'indice de référence avec une coupe de millions qu'avec des centaines de milliards de dollars. Et c'est le même principe avec le Fonds de solidarité FTQ. T'sais, de leur côté, eux autres, ils affichent un actif sous gestion de 20 milliards. Quand tu es rendu à devoir placer des sommes d'argent aussi importantes que ça, la taille des positions que tu dois prendre, ça vient automatiquement restreindre tes possibilités d'investissement. D'ailleurs, à ce sujet-là, Warren Buffett a déjà expliqué que la taille gigantesque de Berkshire Hathaway, ça fait en sorte de venir limiter ses opportunités d'investissement parce qu'aujourd'hui, avec 276 milliards de dollars en encaisse, ben c'est sûr qu'il doit trouver des investissements suffisamment gros pour avoir un impact significatif sur le rendement global du portefeuille de sa compagnie. Grosso modo, Buffett explique qu'avec un capital qui est plus petit, bien, on peut acheter des actions qui sont moins liquides ou investir dans des opportunités qui sont plus risquées et potentiellement à ce moment-là plus payantes, ce qui peut amener de meilleurs rendements. Et de notre côté, en tant que petit investisseur, bien, du fait qu'on ne gère pas des milliards de dollars, on n'a pas de difficulté à prendre position dans un titre. T'sais, même à coût de 20-25 000 $, la majorité des actions qui sont cotées sur le TSX ou sur les bourses américaines, que ce soit la bourse de New York ou le Nasdaq, bien, les actions sont assez liquides pour nous permettre d'acheter directement sans affecter le prix de l'action. Donc, pour les petits investisseurs, la liquidité des titres, c'est rarement une problématique, à part évidemment si vous tradez sur les penny stocks sur le marché OTC ou si vous décidez de mettre l'épargne de toute votre vie dans un FNB en une seule transaction. C'est sûr que dans ce cas-là, il y a quand même la question de liquidité à prendre en compte. Je donne un exemple pour mettre ça un peu en perspective. Disons que vous avez un portefeuille de 100 000 $ et que vous voulez investir 2% dans une compagnie, bien 2% de 100 000, c'est 2 000 $. Donc, en un clic, c'est fait. Tu as acheté tes actions, tu as pris position. Mais pour un gestionnaire de portefeuille qui gère un fonds de 10 milliards, bien 2%, c'est 200 millions. Fait que vous pouvez comprendre que procéder à l'achat, c'est pas aussi simple. En fait, quand tu dois prendre une position de 200 millions de dollars, ben logiquement, tu peux pas faire ça one shot. Et du côté des institutionnels, un achat, souvent, ça se fait par des phases d'accumulation. Et ça, c'est des achats progressifs dans le temps qui peuvent durer pendant des semaines ou même des mois. Tout dépend de l'ampleur de la position. Et finalement, il faut aussi savoir que les fonds communs de placement, ils ont également un paquet de contraintes et de réglementations à respecter. Le gestionnaire de portefeuille, il ne peut pas acheter tout ce qu'il veut. T'sais, même s'il voit une opportunité d'investissement intéressante, ça ne veut pas dire qu'il est autorisé à faire le move parce que tout dépendant le prospectus du fonds en question, bien, le gestionnaire il est limité dans ce qu'il peut faire, que ce soit au niveau de la diversification géographique, au niveau de la capitalisation boursière des compagnies dans lesquelles il peut investir, de la pondération entre les actions versus les titres à revenus fixes, donc les obligations, l'effet de levier qu'il peut utiliser, etc.
Tout ça pour dire que nous, en tant qu'investisseurs de détail, on n'a pas de réglementation spéciale à respecter. T'sais, vu que c'est notre cash puis pas l'argent de d'autres mondes, ben ça fait en sorte que si vous voulez investir dans une compagnie avec une capitalisation boursière en bas de 300 millions, ce qu'on appelle une micro-cap, ben vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ce move-là. Tu sais, si vous avez une position dans Microsoft puis que maintenant, elle représente 20% de votre portefeuille, il n'y a pas de souci. Là, vous n'êtes pas obligé de vendre vos actions de Microsoft pour venir rééquilibrer les pondérations dans votre portefeuille. Vous n'êtes pas obligé non plus d'investir une portion de votre argent dans des titres à revenus fixes. Vous n'êtes pas obligé de gérer la question de l'encaisse puis des liquidités qui rentrent et qui sortent du portefeuille parce que étant donné que ce n'est pas un fonds qui est ouvert aux épargnants, que c'est seulement votre argent que vous gérez, bien, vous n'êtes pas soumis à un cadre réglementaire ou à des barèmes quelconques en termes de gestion de portefeuille. Bref, si on résume, l'investisseur de détail, il a plus de flexibilité parce qu'il n'est pas contraint par des régulations qui viennent limiter ses possibilités d'investissement. Il n'a pas besoin de réajuster constamment son portefeuille, puis il n'a pas non plus à prendre en compte la question de la liquidité d'un titre lorsqu'il veut faire un achat. Et ultimement, pour bénéficier des avantages d'être un petit investisseur indépendant, ben, il ne faut pas tomber dans le même piège que les gestionnaires de fonds qui courent après le momentum avec des objectifs de rendement à court terme. Autrement dit, quand il y a une correction, il ne faut pas vendre et à l'inverse, quand il y a un hype, quand il y a un engouement sur une entreprise ou sur une industrie en particulier, ben, il ne faut pas acheter à n'importe quel prix par peur de manquer le bateau. Comme je vous dis, le fait qu'on ne gère pas l'argent d'investisseurs externes, on n'a pas de compte à rendre à personne et on n'est pas en compétition avec d'autres fonds non plus. Donc, on s'en fout de la performance de notre portefeuille sur une période de 3 mois, 6 mois. On peut se concentrer à trouver des opportunités d'investissement qui sont incroyables, mais sur un horizon de plusieurs années. Il ne faut pas juste voir les actions comme un actif dont le prix fluctue à chaque jour et qui est très volatile. Il faut considérer les actions comme ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire des parts de compagnies. À ce moment-là, c'est des parts de compagnies cotées en bourse, mais notre meilleure chance de succès pour battre les institutionnels, c'est évidemment de faire ses devoirs puis d'acheter des parts d'entreprise toujours dans le but d'être un actionnaire à long terme. Du moins, c'est mon approche en tant qu'investisseur autonome et pour le moment, sur une période d'un peu plus de 10 ans, ben, mon rendement annuel moyen, celui de mon portefeuille, il dépasse largement la performance de l'indice canadien, puis également de l'indice S&P 500. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Si vous appréciez le contenu puis vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Et encore une fois, merci pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.